C'est avec une profonde gratitude que nous vous accueillons sur Secret de Tante May, votre soutien est essentiel. Alors, si ce voyage au cœur des mystères et des histoires vraies résonne en vous, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Cela nous encourage énormément à continuer de créer ces contenus qui demandent beaucoup d'investissement et de minutie de la part de toute notre équipe. Nous vous souhaitons une excellente santé et espérons que ce moment de partage sera enrichissant pour vous. Mon petit-fils est remonté de la cave, son visage était pâle comme de la cire, ses mains tremblaient tellement qu'il devait les tenir contre sa poitrine. Léo s'est assis en face de moi, dans la cuisine. Il est resté silencieux pendant un moment qui m'a semblé éternel. Il me regardait simplement avec ses yeux, identiques à ceux de son grand-père. Ses yeux étaient remplis de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la peur, une peur pure. « Fais une valise, mamie, a-t-il finalement dit. Sa voix était étranglée, tout de suite. « Quoi ai-je répondu sans comprendre. Léo, qu'est-ce que tu racontes? Nous devons partir, n'appelle personne, allons-y maintenant s'il te plaît. Léo, mais que s'est-il passé, qu'as-tu vu là-bas en bas? Mamie, s'il te plaît, fais-moi confiance, nous devons quitter cette maison immédiatement. Il a pris ma main avec une telle force que ça m'a fait mal, ses yeux étaient remplis de larmes, c'est à ce moment-là que j'ai compris, mon petit-fils avait découvert quelque chose de terrible, quelque chose qui changerait tout pour toujours. Je m'appelle Mariette d'Orléans. J'ai 68 ans et je vis seule depuis que mon mari Gérard est décédé il y a 4 ans. Notre maison se trouve dans la région de la Sologne, entourée de bois de chêne et de lacs silencieux. C'est une maison que Gérard a construite de ses propres mains, planche par planche. Il était menuisier, un perfectionniste. Il disait que chaque vie avait sa place exacte. Il pensait qu'une maison bien faite protégeait ceux qui y habitaient. J'ai cru cela pendant des décennies. Mais cet après-midi de novembre, quand Léo est remonté de la cave avec ce regard terrifié, j'ai commencé à comprendre. Notre maison était devenue autre chose, quelque chose de très différent de la protection. Tout a commencé des mois auparavant, fin juin, je me réveillais tous les jours avec des maux de tête terribles. Au début, j'ai pensé que c'était juste de la fatigue ou la chaleur de l'été, mais les douleurs ne passaient pas, elles empiraient. Elles s'accompagnaient de vertiges, de nausées, d'une faiblesse qui s'emparait de tout mon corps. C'était comme si j'étais vidée à petit feu. Je suis allée voir le médecin à Romorantin. Le docteur Lemoine m'a examiné, a demandé quelques analyses de sang. Il a dit que c'était normal pour mon âge, ménopause tardive peut-être, ou simplement le corps qui demandait du repos. Il m'a prescrit des vitamines et m'a renvoyé chez moi. Mais je savais que ce n'était pas normal, je connaissais mon propre corps, c'était différent. Les semaines ont passé et j'ai empiré, j'ai commencé à m'évanouir. De petits malaises au début, ensuite des chutes plus longues. Un certain matin, je me suis réveillée par terre dans la salle de bain. Je ne savais pas comment j'y étais arrivée. Mon visage était glacé contre le carrelage. Je suis restée allongée là pendant je ne sais combien de temps, essayant de rassembler mes forces pour me lever. C'est Madame Brault, ma voisine, qui m'a sauvée ce jour-là. Elle était venue apporter des œufs frais de la ferme. Elle a trouvé la porte déverrouillée. Elle m'a trouvée inconsciente. Elle a appelé l'ambulance immédiatement. À l'hôpital de Vierzon, les médecins ont fait des examens plus détaillés. C'est alors qu'ils ont découvert que mes niveaux de monoxyde de carbone dans le sang étaient extrêmement élevés, dangereusement élevés. La médecin, une jeune femme aux cheveux courts, m'a regardée avec inquiétude. « Madame d'Orléans, avez-vous un détecteur de gaz chez vous ?» « Oui, ai-je répondu, mon fils a tout vérifié il y a quelques mois. » « Alors, quelque chose ne fonctionne pas, vous devez appeler un technicien de toute urgence, ce niveau de monoxyde aurait pu vous tuer. » Tuer, le mot a résonné dans ma tête. J'ai appelé mon fils Régis dès que je suis sortie de l'hôpital. Il est ingénieur en mécanique. Il a toujours été doué avec ces choses techniques. Il a dit qu'il viendrait le week-end pour tout vérifier à nouveau. Il semblait inquiet mais aussi irrité, comme si j'exagérais. Maman, je t'ai déjà dit que tout va bien. J'ai vérifié personnellement. Peut-être que tu as laissé le chauffage allumé trop longtemps. Mais je ne l'ai pas laissé, Régis. Je sais utiliser le chauffage. D'accord, je vais regarder à nouveau. Il est venu, il a passé tout un après-midi dans la cave, a touché aux tuyauteries, il est remonté et m'a assuré que tout était en ordre. Il a dit que le détecteur avait peut-être un défaut, il en a installé un nouveau, il l'a fixé lui-même sur le mur de la cuisine, il a appuyé sur les boutons, m'a montré la lumière verte qui clignotait. Tu vois, ça fonctionne parfaitement, maintenant tu peux être tranquille. Et je l'ai été, ou j'ai essayé de l'être. Mais les douleurs sont revenues plus fortes, les vertiges aussi, j'ai commencé à avoir du mal à dormir,
je me réveillais au milieu de la nuit avec des nausées. Ma fille Élise a suggéré que j'aille vivre avec elle pendant un moment. Elle est infirmière, elle travaille à l'hôpital de Blois. Elle a dit qu'elle pourrait mieux s'occuper de moi, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas quitter ma maison. C'était tout ce qui me restait de Gérard. Ses mains étaient dans chaque coin de cet endroit, dans les armoires en chêne qu'il a sculptées, dans les fenêtres qu'il a ajustées une par une, dans la rampe d'escalier qu'il a poncée jusqu'à ce qu'elle soit douce comme de la soie. Comment pourrais-je abandonner cela? Alors j'ai continué. J'ai essayé de survivre aux jours et aux nuits, de plus en plus difficiles. Jusqu'à ce que Léo arrive. Mon petit-fils venait me rendre visite chaque fois qu'il le pouvait. Il habite à Tours avec sa mère, ma belle-fille Camille, mais les week-ends, il avait l'habitude de passer. Léo a 16 ans et ressemble beaucoup à son grand-père. Pas seulement physiquement, mais dans sa façon d'être, observateur, calme. Il aime comprendre comment les choses fonctionnent. Ce samedi de novembre, il est arrivé plus tôt que d'habitude. J'étais dans le salon, essayant de lire un livre, mais les lettres dansaient sur la page. Quand j'ai entendu la clé tourner dans la porte, j'ai souri. C'était toujours bon de voir Léo. « Bonjour mamie », a-t-il dit en entrant, avec ce sourire timide. « Bonjour mon chéri, quelle bonne surprise !» Il s'est assis à côté de moi et m'a observé. Ses yeux ont parcouru mon visage lentement, comme s'il étudiait chaque détail. « Tu es très pâle mamie et plus maigre. »« Je vais bien mon chéri, juste un peu fatigué. »« Papa a dit que tu as eu des problèmes avec le gaz dans la maison. »« Ah oui, mais il a déjà résolu le problème, il a changé le détecteur. » Léo a hoché la tête, mais a continué à me regarder de cette façon, inquiet. Après quelques minutes, il s'est levé. « Je vais t'aider à ranger la chambre, d'accord, tu as besoin de te reposer. » Nous sommes montés ensemble. Léo a commencé à organiser quelques affaires, plier des vêtements, ranger la commode. C'est alors qu'il s'est arrêté devant la sortie de ventilation. Il l'a regardée pendant longtemps. « Mamie, qui a peint cette grille ?» Je me suis approchée. La grille de ventilation était peinte en blanc comme le mur. Je ne me souvenais pas avoir vu cela auparavant. « Je ne sais pas, mon chéri, peut-être que ton père l'a peinte quand il est venu réparer le chauffage. » Mais pourquoi peindre une grille de ventilation, ça bloque l'air. Il a passé ses doigts sur la surface. La peinture était épaisse, couvrant complètement les espaces entre les grilles. Léo a pris un couteau de la cuisine et en a gratté un peu. Sous la peinture, il y avait une autre couche, et une autre. Ça a été peint plusieurs fois, exprès. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Léo est allé jusqu'à la salle de bain. Il a vérifié la ventilation là-bas. Elle était également scellée avec de la peinture. Ensuite, il est allé jusqu'au détecteur de monoxyde de carbone sur le mur de la cuisine. « Mamie, tu as un tournevis. » Je lui ai donné la boîte à outils que Gérard gardait dans le placard. Léo a ouvert le détecteur avec précaution. Il a regardé à l'intérieur pendant un moment qui m'a semblé interminable, puis il a fermé les yeux et a respiré profondément. « Léo, qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Mamie, ce détecteur ne fonctionne pas. Les fils ont été coupés. Quelqu'un a fait en sorte qu'il ait l'air de fonctionner, mais il ne détecte rien. » J'ai senti mes jambes faiblir, je me suis accrochée à la table de la cuisine, mais ton père a dit qu'il fonctionnait, il a installé ça. Léo n'a pas répondu. Il m'a simplement regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de douleur et de colère. Puis il a dit, « Je vais descendre dans la cave, juste pour vérifier quelque chose. » Non Léo, laisse ça, appelons quelqu'un, un technicien. Mamie, s'il te plaît, je vais juste jeter un coup d'œil rapide. Il est descendu avant que je puisse l'en empêcher. Je suis restée là, debout dans la cuisine, écoutant ses pas à l'étage inférieur. Le silence de la maison semblait peser des tonnes. Chaque seconde était une éternité. Et puis il est remonté, avec ce visage pâle, avec ses mains tremblantes, et il a dit que nous devions partir maintenant. Si vous m'écoutez maintenant, ma chère personne qui m'accompagne, sachez que je comprends ce que c'est de sentir que quelque chose ne va pas. Parfois, on le perçoit, mais on ne veut pas y croire. Si cette histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez un petit pouce pour que je sache que je ne suis pas seule dans cette épreuve. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. J'aimerais tellement savoir qui est de l'autre côté, partageant ce moment avec moi. J'ai fait une petite valise avec les mains tremblantes. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais j'ai fait confiance à Léo. J'ai toujours eu confiance en lui. J'ai jeté quelques vêtements dans la valise, pris mes médicaments, mon portefeuille. Léo tenait mon bras avec force me pressant. « Plus vite, mamie, s'il te plaît. » « Mais Léo, explique-moi ce que tu as vu, qu'est-ce qui se passe ? » « Plus tard, maintenant, nous devons sortir d'ici. »
Nous sommes montés dans sa voiture, une vieille Peugeot qui appartenait à son père. Léo a conduit en silence sur les routes étroites de la Sologne. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de violet. Les arbres défilaient rapidement par les fenêtres. Je regardais mon petit-fils attendant qu'il parle, mais il ne parlait pas. Il conduisait simplement, serrant le volant avec force. Nous nous sommes arrêtés dans un petit hôtel à Vierzon. Un endroit simple avec une façade en pierre et des pots de géranium aux fenêtres. Léo a payé pour une chambre et m'a aidé à monter les escaliers. Ce n'est que lorsque nous avons fermé la porte de la chambre, ce n'est que lorsque nous étions complètement seuls qu'il a finalement parlé. Mamie, assieds-toi ici. Je me suis assise sur le lit. Léo a tiré une chaise et s'est placé devant moi. Ses yeux étaient rouges. J'ai trouvé quelque chose dans la cave, quelque chose que quelqu'un a caché là. Quoi, mon fils, qu'as-tu trouvé? Un tuyau de gaz connecté à un minuteur, il était caché derrière les vieilles boîtes de papier. Je n'ai pas compris immédiatement, ma tête était confuse, lente, Léo a tenu mes mains. Quelqu'un a installé ça pour libérer du monoxyde de carbone dans la maison, tous les soirs quand le chauffage se met en marche, petit à petit, pour que ça paraisse naturel. Ces mots ont mis quelques secondes à prendre sens. Quand ils l'ont finalement fait, j'ai senti le monde s'effondrer. Non, non, ce n'est pas possible. J'ai pris des photos, sur mon portable. C'est réel, mamie, quelqu'un essaie de te tuer. J'ai commencé à pleurer, je ne pouvais pas m'arrêter. Léo m'a serré dans ses bras, il a pleuré avec moi. Nous sommes restés ainsi pendant longtemps, enlacés dans cette petite chambre d'hôtel, tandis que la nuit tombait dehors. Qui a les clés de la maison, mamie? Qui peut entrer quand tu n'es pas là? Mon fils Régis, ma fille Élise et Camille, ta mère. Léo est resté silencieux, puis il a dit, la voix brisée, « Mamie, nous ne pouvons pas les appeler, pas encore, je dois réfléchir à ce qu'il faut faire. » Nous avons passé la nuit éveillés. Léo a insisté pour que je n'appelle personne, ni Régis ni Élise, personne ne devait savoir où nous étions, il avait peur, et moi aussi. J'ai essayé de dormir, mais je n'y suis pas arrivée. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de mes enfants, Régis avec ses yeux sérieux et ses mains habiles, Élise toujours si attentionnée, offrant toujours son aide. Comment était-ce possible? Comment mes propres enfants pourraient-ils faire ça? Mais plus j'y pensais, plus les choses commençaient à avoir du sens. Les visites fréquentes de Régis, l'insistance d'Élise pour que j'aille vivre avec elle, les questions sur le testament, sur la maison, la façon dont tous les deux parlaient d'argent, de difficultés. Je me suis souvenu d'une conversation que j'avais entendue sans le vouloir, il y a des mois. Régis et Camille se disputaient dans la cuisine. Elle disait quelque chose sur des dettes, sur la banque qui menaçait de saisir leur maison. Régis a répondu avec colère qu'il allait résoudre ça, qu'il avait un plan. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, les mots prenaient un autre sens. L'aube s'est levée. Par la fenêtre de l'hôtel, je voyais la rue tranquille de Vierzon se réveiller, quelques personnes allant travailler, une boulangerie ouvrant ses portes, tout si normal dehors, si différent du chaos en moi. Léo était assis près de la fenêtre, manipulant son portable. Soudain, il s'est tendu. « Mamie, papa m'appelle, ne réponds pas. Il a déjà appelé 5 fois, et maman aussi. » Léo s'est mordu la lèvre, il était déchiré. Puis il m'a regardé et a dit « Je vais répondre, mais je vais enregistrer la conversation. » Il a appuyé sur le bouton, il l'a mis sur haut-parleur. « Allô, papa ?» La voix de Régis sonnait tendue, irritée. « Léo, où diable es-tu et ta grand-mère? Je suis allée chez elle et vous n'êtes pas là. » Nous sommes en balade. Mamie ne se sentait pas bien, alors je l'ai emmenée faire un tour, en balade, sans prévenir personne. Ta mère est inquiète, je suis inquiet, où êtes-vous? Quelque part, nous allons bientôt rentrer. Il y a eu une longue pause, puis la voix de Régis est devenue plus basse, plus contrôlée. Léo, es-tu descendu dans la cave? Mon petit-fils m'a regardé, ses yeux étaient déterminés. Oui, papa, et j'ai vu ce qu'il y a là-bas. Silence de l'autre côté, un silence lourd, terrible. Léophile, tu ne comprends pas, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, j'ai vu, j'ai photographié, et mamie est avec moi, loin de toi. Léo, attends, tu ne peux pas faire ça, tu ne comprends pas la situation, nous sommes désespérés, la banque va tout prendre, ta mère elle est malade, elle a besoin d'un traitement coûteux, je n'avais pas le choix, toi et mamie c'était la solution, ce n'est pas comme ça devait être rapide, elle n'aurait même pas souffert, et la maison vaut près d'1 million d'euros, ça aurait résolu tout, pour recommencer. Léo a raccroché, il pleurait, moi aussi, nous venions d'entendre la confession, d'entendre mon propre fils admettre qu'il voulait me tuer pour l'héritage. Mamie, maintenant ils savent que nous savons, ils vont venir nous chercher. Que faisons-nous, Léo? J'appelle la police maintenant.
Il a appelé, il a tout expliqué à l'opérateur, il a dit où nous étions, ce qu'il avait découvert, il a demandé protection. L'opérateur a dit qu'une voiture de patrouille était en route. Mais avant que la police n'arrive, j'ai vu par la fenêtre la voiture de Régis se garer devant l'hôtel. Élise sortait du siège arrière, et Camille, les trois ensemble. Léo, ils sont ici, il a regardé par la fenêtre et est devenu pâle. Ils ont dû tracer mon portable, merde. Nous avons entendu des pas dans l'escalier, des coups à la porte. Maman, ouvre la porte, nous devons parler, c'était la voix de Régis. Nous n'allons pas ouvrir. Maman, ne complique pas les choses, ouvre cette porte. Léo a tenu mon bras, il a chuchoté, la police arrive, nous devons juste gagner du temps. Les coups sont devenus plus forts, puis j'ai entendu la voix d'Élise. Maman, c'est moi, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Élise, je sais ce que vous avez fait. Silence, puis un bruit métallique. Ils essayaient de forcer la serrure. Léo a poussé la commode contre la porte. Il a pris le téléphone de l'hôtel et a gardé la ligne ouverte avec les urgences. Vous entendez ça, a-t-il dit à l'opérateur, ils essaient d'entrer de force. La porte a commencé à céder, Léo m'a tiré vers le coin de la chambre, il s'est placé devant moi, il était si jeune mais si courageux. La porte s'est ouverte, Régis est entré le premier, ses yeux étaient rouges, désespérés, il tenait quelque chose dans ses mains, un outil lourd en métal. Maman, pardon, mais je n'avais pas d'autre solution. Derrière lui, Élise tenait quelque chose de petit, une seringue, et Camille observait simplement, appuyée contre le chambranle de la porte. Léo a crié « N'approchez pas d'elle ». Régis a fait un pas en avant, et puis des sirènes fortes, proches. Régis s'est arrêté, il a regardé en arrière, par la fenêtre nous avons vu les lumières bleues et rouges de la police. Il a lâché l'outil par terre, Camille a commencé à pleurer, Élise a laissé tomber la seringue. En quelques secondes, des policiers sont montés les escaliers, ils sont entrés dans la chambre, ils ont menotté tous les trois. Un des policiers s'est approché de moi, « Madame d'Orléans, vous allez bien ?» Je pense que oui, je pense que maintenant je vais bien. Et vous, ma chère personne qui m'écoute, pouvez-vous imaginer ce que c'est que de voir ses propres enfants emmenés menottés, ce qu'une mère ressent à ce moment-là? J'essayais encore de comprendre, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plus, beaucoup plus que je ne pouvais imaginer. Dans le prochain chapitre, je vais raconter ce que la police a trouvé, les plans détaillés, les conversations qu'ils ont eues, et comment mon défunt mari, d'une certaine manière, essayait encore de me protéger. Les jours suivants ont été un brouillard d'interrogatoires, d'avocats et de journalistes. Ma maison a été isolée par la police. Des équipes techniques sont entrées et sorties, photographiant tout, collectant des preuves. Léo et moi sommes restés hébergés dans cet hôtel à Vierzon, sous protection policière. L'enquêtrice responsable de l'affaire était une femme appelée Capitaine Rousseau. Elle avait environ 40 ans, des cheveux sombres attachés en un chignon serré, et un regard qui semblait voir à travers les gens. Elle est venue nous rendre visite le deuxième jour. Madame d'Orléans, j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Quand les symptômes ont-ils commencé? J'ai raconté, depuis les premiers maux de tête en juin jusqu'au jour où Léo m'a fait quitter la maison. Elle notait tout dans un petit carnet. Elle posait des questions précises, demandant des dates exactes. Et vos enfants, ils vous rendaient visite fréquemment? Oui, surtout Régis. Il passait presque toutes les semaines. Il disait qu'il venait vérifier la maison, le chauffage, ce genre de choses. Élise venait moins, mais elle appelait toujours, demandant comment j'allais. Et la belle-fille, Camille, elle venait parfois avec Régis. Elle était toujours gentille, mais il y avait quelque chose en elle qui me dérangeait, une froideur, comme si elle calculait toujours quelque chose. Rousseau a hoché la tête et a pris d'autres notes. « Madame, je vais être direct avec vous. Ce que nous avons trouvé dans votre maison est choquant. Ce n'était pas seulement le dispositif dans la cave, il y avait beaucoup plus. » Elle a ouvert un dossier et m'a montré des photos, mon estomac s'est retourné. Le tuyau de gaz était connecté à un minuteur numérique sophistiqué. Il était programmé pour libérer du monoxyde de carbone en petites doses mais constantes. Chaque fois que le chauffage de la maison était activé, c'était discret, caché derrière de vieilles boîtes que personne ne touchait depuis des années. Cela a été installé par quelqu'un qui comprenait les systèmes de chauffage, quelqu'un avec des connaissances techniques. Mon fils est ingénieur en mécanique. Exactement. Et votre fille, étant infirmière, savait exactement quels symptômes vous auriez, savait comment faire paraître cela naturel, vieillesse, problème cardiaque, n'importe quoi. Rousseau m'a montré une autre photo, les grilles de ventilation, toutes peintes à plusieurs reprises pour sceller complètement.
Le détecteur de gaz modifié pour paraître fonctionnel, mais complètement inutile. Ils avaient planifié tout cela pendant des mois. Madame, nous avons trouvé des messages sur le portable de Régie, des conversations avec Élise, des courriels destinés à Camille. Ils discutaient de chaque détail. Elle a pris son téléphone et m'a montré des captures d'écran, mon cœur se serrait en les lisant. Régie à Élise, le 15 mai, elle ne tiendra pas longtemps. Avec son âge et les niveaux que j'ai calculés, 3 mois maximum, ça paraîtra naturel. Élise répondait, mais si quelqu'un se doute de quelque chose, et si elle va chez le médecin? Régie, les symptômes sont identiques à plusieurs maladies de personnes âgées. Personne ne doutera de rien, j'ai déjà changé le détecteur, tout est sous contrôle. Camille, quelques jours plus tard, combien de temps encore? J'ai besoin de cet argent de toute urgence, la banque me presse. Régie, du calme, nous ne pouvons pas accélérer sinon ça deviendra évident, laissons le processus suivre son cours, bientôt, elle sera trop faible pour sortir de chez elle, là ce sera plus facile. J'ai arrêté de lire. Je ne pouvais pas continuer, chaque mot était un coup de poignard. Madame, il y a plus. Nous avons trouvé des documents dans la maison de Régie, des plans de votre maison, des notes sur le système de chauffage et même un calendrier. Un calendrier? Oui, ils avaient planifié des dates spécifiques. Quand augmenter les niveaux de gaz, quand s'inquiéter et vous emmener chez le médecin, quand suggérer que vous fassiez votre testam. Testam, le mot a résonné dans mon esprit. Je me suis souvenu d'Élise, il y a des mois, me demandant si j'avais tout organisé, juste pour que nous soyons tranquilles. Maman, tu sais comment c'est à ton âge. Votre maison a été évaluée à 820 000 euros, madame, c'est une propriété précieuse. Avec la division de l'héritage entre Régie et Élise, ils auraient eu près d'un demi-million chacun. Exactement. Rousseau a fermé le dossier, elle m'a regardé avec une expression qui ressemblait à de la pitié. Puis-je vous poser une question, madame, aviez-vous une idée de leur situation financière? Je savais que Régie avait des problèmes, lui et Camille ont acheté une maison trop grande pour ce qu'ils gagnaient, Camille aime le luxe, elle a toujours aimé ça, avec la crise, son travail est devenu instable, mais je n'imaginais pas qu'ils étaient si désespérés. Et Élise? Élise a toujours été plus discrète, mais je sais qu'elle avait des dettes, carte de crédit, emprunt, le salaire d'infirmière n'est pas très élevé, et elle a des goûts chers, des vêtements de marque, des voyages. En effet, nous avons trouvé des dettes au nom des deux, Régie devait 180 000 euros, la banque allait saisir l'hypothèque de sa maison, Élise devait 70 000, elle était poursuivie par des créanciers. Alors c'était vrai, l'argent, tout était pour l'argent. Madame, il y a quelque chose que je dois vous demander, c'est délicat. Vous pouvez demander. Avez-vous l'intention de poursuivre vos enfants, de témoigner contre eux? J'ai regardé Léo, qui était assis à côté de moi, il a tenu ma main, puis j'ai regardé à nouveau Rousseau. Oui, je vais témoigner, ils ont essayé de me tuer, ce sont mes enfants, mais ils ont essayé de me tuer. Ma voix s'est brisée à la fin, mais je n'ai pas pleuré, j'avais déjà trop pleuré. Dans les jours suivants, plus de détails ont émergé. La police a trouvé l'historique des recherches sur l'ordinateur de Régie. Il avait cherché des informations sur l'empoisonnement au monoxyde de carbone, sur comment faire paraître cela accidentel, sur combien de temps cela prendrait. Élise avait fait des notes médicales détaillées sur mes symptômes attendus. Il y avait même un journal. Elle y décrivait comment elle allait aider quand je serais trop faible, comment elle serait la soignante dévouée jusqu'à la fin. Et Camille avait fait des recherches sur la valeur de la maison, sur les impôts de succession, sur comment liquider des propriétés rapidement. Elle avait même contacté une agence immobilière pour demander combien de temps il faudrait pour vendre. Tout cela pendant qu'il me rendait visite souriant, il demandait si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. L'enquête a révélé que ce n'était pas la première tentative. Des mois auparavant, Régie m'avait suggéré d'échanger ma vieille voiture contre une nouvelle, un modèle spécifique qu'il avait recherché. Quand la police a enquêté, elle a découvert que ce modèle avait des problèmes connus avec les freins. Je n'ai pas acheté la voiture parce que je la trouvais trop chère, ça m'a sauvée. Il y a eu aussi ce voyage qu'Élise avait insisté pour que je fasse avec elle à la montagne en hiver. Elle disait que l'air pur me ferait du bien. Mais j'ai fini par avoir la grippe et je ne suis pas partie. La police a découvert qu'elle avait réservé un chalet isolé, sans chauffage adéquat, en plein janvier. Chaque nouvelle information était un coup de poignard. J'ai réalisé que pendant des mois, peut-être des années, ils essayaient de trouver un moyen de me tuer sans éveiller les soupçons.
et finalement, ils l'ont trouvé, le monoxyde de carbone, silencieux, invisible, mortel. Une semaine après l'arrestation, Rousseau est venu me voir à nouveau. Madame, je dois vous montrer quelque chose. C'est difficile, mais je pense que vous devez savoir. Elle m'a emmené jusqu'à ma maison. La police avait terminé le travail technique. La maison était vide, froide. Nous sommes entrés. Elle m'a guidé jusqu'à la cave. Quand votre petit-fils a découvert le dispositif, il était ici. Elle a pointé le coin sombre, derrière les vieilles boîtes de Gérard. J'ai regardé cet endroit. C'était là où mon mari gardait ses vieux outils, ses projets inachevés. Des morceaux de bois qu'il disait qu'il utiliserait un jour. Personne ne touchait là. C'était comme un sanctuaire pour lui. Mais il y a quelque chose d'autre que nous avons trouvé, quelque chose que votre mari a laissé. Elle m'a emmené jusqu'à l'établi de Gérard. Il était couvert de poussière, dessus un vieux cahier à couverture de cuir. Rousseau l'a ouvert avec précaution. C'est son journal de travail. Il notait chaque projet, chaque détail de la construction de la maison, et regardez ce que nous avons trouvé à la dernière page. C'était l'écriture de Gérard. J'ai immédiatement reconnu cette calligraphie ferme et soignée. 15 mars 2021, Régis est venu aujourd'hui. Il a dit qu'il voulait apprendre sur le système de chauffage. J'ai trouvé ça étrange. Il ne s'est jamais intéressé à ces choses. Je l'ai observé. Il a posé beaucoup de questions sur la cave, sur où passent les tuyaux de gaz, sur la ventilation. Quelque chose ne va pas. Je dois surveiller. Mon cœur s'est serré. Gérard avait eu des soupçons. 3 ans avant de mourir, il avait déjà perçu quelque chose. Il y avait d'autres notes dans les pages suivantes. Gérard décrivait d'autres visites de Régis. Il notait des comportements étranges, des outils qui disparaissaient et réapparaissaient, des questions sur l'assurance vie. 12 avril 2021. Aujourd'hui, j'ai trouvé la boîte à outils déplacée. Je suis sûre que ce n'était pas moi. Et le cadenas de la cave était ouvert. Quelqu'un est entré ici quand nous n'étions pas là. Je vais installer une nouvelle serrure. Seule Mariette et moi aurons la clé. Il l'avait installée. Je me suis souvenu de la nouvelle serrure dans la cave. Gérard avait dit que c'était pour garder les outils en sécurité. Je n'avais pas posé de questions. 8 juin 2021. Régis a demandé aujourd'hui à propos du testam. Il a dit qu'il était important que nous laissions tout organiser. Mariette a trouvé cela naturel, mais pas moi. Il est trop intéressé. Il a parlé que la maison valait beaucoup, que nous pourrions vendre et aller dans un appartement plus petit. J'ai dit non, cette maison est notre foyer. Je vais parler au notaire demain. Rousseau a tourné la page. La dernière entrée datait de 2 semaines avant la mort de Gérard. 20 août 2021, je ne me sens pas bien, Mariette est étrange aussi, maux de tête, fatigue, y aurait-il un problème avec le gaz? Je vais tout vérifier demain, je dois m'assurer que Mariette est en sécurité, si quelque chose m'arrive, elle doit savoir, fais confiance à Léo, seulement à lui. J'ai commencé à trembler, Rousseau a tenu mon bras. Madame, votre mari est mort d'un infarctus, n'est-ce pas? Oui, un infarctus soudain. Il était dans le jardin taillant les rosiers, il est tombé subitement. Quand l'ambulance est arrivée, c'était trop tard. Nous avons demandé l'exhumation du corps. Quoi? C'est le protocole dans des cas comme celui-ci, nous devons être sûrs. Il a fallu 3 semaines pour que les résultats sortent. Quand ils sont arrivés, Rousseau est venu personnellement me le dire. Madame, votre mari n'est pas mort de cause naturelle. Nous avons trouvé des niveaux significatifs de digitalique dans son sang. C'est un médicament cardiaque qui, à dose élevée, provoque un arrêt cardiaque. Mais Gérard ne prenait pas ce médicament, il n'avait pas de problème cardiaque. Exactement, quelqu'un lui a administré cela, et Élise, en tant qu'infirmière, avait un accès facile à ce type de médicament. J'ai senti le monde tourner, ils n'ont pas seulement essayé de me tuer, ils ont tué Gérard aussi. Nous croyons que votre mari a découvert leur plan initial. C'est pourquoi il a été éliminé en premier. Ensuite, ils ont attendu un moment pour ne pas éveiller les soupçons, et ont recommencé avec vous. Je me suis assise par terre dans cette cave froide. Léo est descendu en courant et m'a serré dans ses bras. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années, pour la mort de Gérard, pour la trahison de mes enfants, pour tout ce que j'avais perdu, mais j'ai aussi pleuré de colère, une colère profonde, ardente, il n'allait pas s'en tirer comme ça. Le procès a été fixé pour mars de l'année suivante, les médias ont tout couvert, enfants tentent de tuer leur mère pour l'héritage, était en manchette dans tous les journaux, notre histoire s'est répandue dans toute la France. J'ai reçu des centaines de lettres de personnes inconnues, des femmes de mon âge principalement. Elles disaient qu'elles étaient désolées, qu'elles priaient pour moi. Certaines racontaient leur propre histoire de trahison familiale. C'était réconfortant de savoir que je n'étais pas seule.
mais aussi triste de réaliser combien de souffrances il y avait dans le monde. Régis, Élise et Camille ont été maintenus en détention préventive. Leurs avocats ont essayé d'alléguer que c'était un malentendu, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Mais les preuves étaient accablantes, les messages, les documents, le dispositif dans la cave et maintenant la mort de Gérard. Léo a déménagé à Tours pour rester près de moi. Sa mère, Camille, a supplié pour le voir, mais il a refusé. Il a dit qu'il n'avait plus de mère, sa douleur était palpable. Voir son père et sa mère emprisonnés pour tentative de meurtre a détruit quelque chose en lui, mais il était fort comme son grand-père, il a continué à étudier et à m'aider à être mon soutien. 2 mois plus tard, l'agence immobilière m'a appelé. Quelqu'un était intéressé par l'achat de la maison, une jeune famille avec des enfants, il voulait la rénover, transformer l'endroit en un foyer plein de vie. J'ai beaucoup réfléchi. Cette maison portait tant de souvenirs, Gérard construisant chaque pièce, nos enfants grandissant là, mais maintenant elle portait aussi de la douleur, trahison, mort. J'ai décidé de vendre, je ne pourrais plus y vivre en paix. Mais avant la vente, j'ai demandé à Léo de faire quelque chose pour moi. Les armoires de la cuisine, celles que papy a faites, je veux les emporter. Léo a souri. C'était la première fois que je le voyais sourire depuis que tout était arrivé. Je vais les démonter avec soin, mamie, chaque pièce, elles seront parfaites dans ton nouveau lieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il a passé des jours à travailler, mesurant, démontant avec la délicatesse de quelqu'un qui manipule quelque chose de précieux. Parce que c'était précieux, ces armoires, c'étaient les mains de Gérard, son amour transformé en bois et en clous. Mars est arrivé, froid et gris. Le tribunal de Blois était un vieux bâtiment en pierre, imposant et sombre. Je suis arrivé avec Léo et mon avocat, Maître Fontaine, un monsieur aux cheveux blancs qui me traitait avec une gentillesse paternelle. « Madame d'Orléans, êtes-vous prête » a-t-il demandé pendant que nous montions les marches. « Je ne sais pas si on peut être prêt pour ça. »« Je comprends, mais souvenez-vous, la vérité est de notre côté. Racontez simplement ce qui s'est passé avec vos propres mots. » La salle d'audience était bondée. Les journalistes occupaient la moitié des bancs. J'ai remarqué quelques voisins de Sologne, Madame Brault parmi eux. Elle m'a fait un signe de la main avec un sourire triste. Puis j'ai vu mes enfants. Régis était assis entre 2 gardes en costume sombre, la barbe mal rasée. Il semblait plus vieux, plus maigre. Quand nos regards se sont croisés, il a baissé les yeux. Élise était de l'autre côté, les cheveux attachés sans maquillage. Elle m'a regardé et a commencé à pleurer silencieusement. Camille était à côté mais ne m'a pas regardé. Elle fixait simplement le mur, le visage sans expression. Le juge est entré, un homme sérieux d'environ 60 ans. Tout le monde s'est levé. Quand il s'est assis, le silence dans la salle était absolu. Affaire numéro 2025-447. L'État français contre Régis d'Orléans, Élise d'Orléans et Camille d'Orléans. Accusation, tentative de meurtre avec préméditation, association de malfaiteurs et homicide. Le mot homicide a résonné, Élise a sangloté plus fort. Le procureur, un homme jeune et incisif appelé Durand, a commencé son exposé. Il a décrit l'affaire avec des détails chirurgicaux, le dispositif dans la cave, les messages, le calendrier, les calculs de combien de temps je mettrais à mourir. Ce n'était pas un crime passionnel, votre honneur. C'était un assassinat froid, calculé, qui a duré des mois. Les accusés ont méticuleusement planifié la mort de leur propre mère et grand-mère, motivés exclusivement par la cupidité. Il a projeté sur l'écran les messages échangés entre eux. J'ai relu ces mots terribles, elle ne tiendra pas longtemps, j'ai besoin de cet argent de toute urgence, ça paraîtra naturel, j'ai entendu quelqu'un derrière moi chuchoter, des monstres. Ensuite sont venues les preuves techniques. Un ingénieur a expliqué comment le dispositif fonctionnait, comment il avait été installé professionnellement. Un médecin a détaillé les effets du monoxyde de carbone, comment mes symptômes étaient cohérents avec un empoisonnement chronique. Et puis ce fut mon tour. J'appelle à la barre des témoins, Madame Mariette d'Orléans. Je me suis levée, mes jambes tremblaient. Léo a serré ma main avant que je parte. J'ai marché jusqu'au devant, me suis assise sur la chaise indiquée. De là, je voyais tout, les jurés me regardant avec pitié, les journalistes prenant des notes, mes enfants évitant mon regard. Madame d'Orléans, pouvez-vous, avec vos propres mots, nous raconter ce qui s'est passé ? Le juge a parlé d'une voix douce. J'ai respiré profondément et j'ai commencé. J'ai raconté les maux de tête, les évanouissements, les visites de Régis, comment il disait qu'il vérifiait la maison, qu'il s'occupait de moi, comment Élise insistait pour que j'aille vivre avec elle. Il semblait inquiet, votre honneur, comme des enfants qui aiment leur mère, et moi j'y ai cru, j'ai eu totalement confiance, ma voix a tremblé. Quand Léo m'a dit que nous devions quitter la maison, je ne comprenais pas, mais j'ai eu confiance en lui, et c'est ce qui m'a sauvée.
s'il n'avait pas été là, je serais morte maintenant. Le procureur s'est levé. Madame, avez-vous à un moment soupçonné quelque chose? J'ai regardé Régis, il ne me regardait toujours pas. Non, jamais, parce que c'étaient mes enfants, je les ai élevés, j'ai tout donné pour eux. Comment une mère pourrait-elle imaginer que ses propres enfants voulaient la tuer? Silence lourd. Et maintenant, madame, comment vous sentez-vous par rapport à eux? J'ai fermé les yeux, c'était la question que je redoutais. Je ressaigne beaucoup de choses, de la douleur, de la colère, de la tristesse, mais par-dessus tout, je ressaigne du deuil, parce que les enfants que je connaissais sont morts. Les personnes assises là ne sont pas les enfants que j'ai élevés, je ne sais pas qui sont ces personnes. J'ai entendu Élise sangloter, Régis gardait la tête baissée. L'avocat de Régis, maître Garnier, s'est levé pour la défense. C'était un homme plus jeune avec des lunettes, l'air nerveux. Madame d'Orléans, ne pensez-vous pas qu'il pourrait y avoir un malentendu, que votre fils faisait simplement de l'entretien dans la maison? Un malentendu, ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais. Il a avoué au téléphone, il a dit qu'il n'avait pas le choix, que la maison valait 1 million d'euros, je l'ai entendu, la police l'a entendu, où est le malentendu? Garnier a bégayé, il a essayé de reformuler la question, mais le juge l'a interrompu. Continuez avocat, et soyez plus objectif. Madame, allez-vous leur pardonner un jour? La question m'a prise par surprise. J'ai regardé mes enfants, Régis a finalement levé les yeux et m'a regardé. Il y avait quelque chose dans ce regard, de la honte, du remords, simplement de la peur de la prison. Je ne sais pas si je peux pardonner quelqu'un qui a essayé de me tuer, qui a tué mon mari, qui a détruit notre famille pour de l'argent, peut-être un jour, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Je me suis rassis, j'étais épuisé. Ensuite, ce fut le tour de Léo de témoigner. Il a décrit comment il a découvert le dispositif, comment il a paniqué, comment il m'a fait quitter la maison. Quand j'ai vu ça dans la cave, j'ai su immédiatement ce que c'était. Mon grand-père m'avait appris sur les systèmes de chauffage. Ce tuyau n'aurait pas dû être là. Et le minuteur, il n'y avait aucun doute, quelqu'un voulait tuer ma grand-mère. L'avocat de Camille a essayé de discréditer Léo. Jeune homme, ne pensez-vous pas que vous avez pu mal interpréter, que votre père faisait une réparation? Une réparation, avec un minuteur pour libérer du gaz toxique, quel genre de réparation est-ce? Toute la salle a murmuré, le juge a demandé le silence. Dans les jours suivants, d'autres ont témoigné. Madame Brault a raconté comment elle m'avait trouvée évanouie. Le médecin de l'hôpital a parlé des niveaux dangereux de monoxyde de carbone dans mon sang. L'expert judiciaire a présenté toutes les preuves trouvées dans la maison. Et puis est venu le moment de la défense. Chacun des accusés aurait la chance de parler. Régis a été le premier, il s'est levé lentement, les menottes ont cliqué. Votre honneur, je ne sais pas quoi dire, j'ai fait quelque chose de terrible, d'impardonnable, sa voix était rauque, j'étais désespéré, des dettes énormes, la banque allait tout prendre, ma femme disait tous les jours que nous allions perdre la maison, qu'il n'y avait aucun moyen de payer, et moi j'ai pensé que si ma mère mourait naturellement, l'argent de l'héritage résoudrait tout. Il m'a regardé pour la première fois. Maman, pardonne-moi, je sais que ça ne sert à rien maintenant, mais je dois le dire, pardonne-moi. Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement regardé. Élise a été la suivante, elle pleurait tellement qu'elle pouvait à peine parler. Je ne voulais pas, je jure que je ne voulais pas, mais Régis m'a convaincu, il a dit que ce serait rapide, qu'elle ne souffrirait pas, que c'était la seule façon de sauver notre famille. Elle a reniflé, je suis infirmière, je m'occupais des gens, je sauvais des vies, et maintenant je suis une meurtrière. Vous n'êtes pas la victime ici, Madame Élise, le procureur a interrompu, vous aviez des choix, vous auriez pu dénoncer votre frère, vous auriez pu protéger votre mère, mais vous avez choisi de participer. Élise a baissé la tête et s'est remise à pleurer. Camille a été la dernière, elle a été différente, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas demandé pardon. J'ai fait ce qui devait être fait pour ma famille, point final. Il y a eu un murmure indigné dans la salle, le juge a frappé du marteau, demandant l'ordre. Vous n'avez aucun remords, a demandé le juge. Des remords, bien sûr que j'en ai, mais les remords ne paient pas les factures, ne sauvent pas les maisons. Nous vivons dans un monde où l'argent est tout. Et la maison valait 800 000 euros, elle était juste là, sans utilisation appropriée, avec une femme qui n'avait même pas besoin de tant d'espace. J'ai entendu le cri, avant de réaliser qu'il venait de moi. Sans utilisation appropriée, c'était ma maison, mon mari a construit chaque morceau, et vous vouliez me tuer pour ça. Ordre, ordre, le juge a frappé du marteau à plusieurs reprises.
Léo m'a serré dans ses bras, il m'a calmé, mais la colère brûlait en moi. Le procès a duré 5 jours. Le dernier jour, le procureur a fait ses considérations finales. Mesdames et messieurs les jurés, cette affaire représente ce qu'il y a de plus sombre dans la nature humaine. Des enfants qui auraient dû protéger leur mère ont décidé de l'assassiner par cupidité. Il n'y a pas eu de violence physique, c'est vrai, mais il y a eu quelque chose de pire, une trahison lente, calculée, cruelle. Chaque visite était un mensonge. Chaque « Comment vas-tu, maman ?» était une farce pendant que le poison la tuait lentement. Il a marqué une pause. Et n'oublions pas, ils avaient déjà tué auparavant. Gérard d'Orléans, époux de Mariette et père de Régie et Élise, a été empoisonné avec des digitaliques. Il a découvert le plan initial et a été éliminé. Ce n'est pas seulement un cas de tentative de meurtre, c'est un homicide consommé plus une tentative de meurtre. Ils sont des tueurs en série au sein de leur propre famille. La défense a essayé d'argumenter des circonstances atténuantes, difficultés financières, pression psychologique, mais c'était faible, très faible face aux preuves. Les jurés se sont retirés pour délibérer. Ce furent 4 heures d'attente. Léo et moi sommes restés dans une pièce séparée, buvant un mauvais café et essayant de ne pas penser à ce qui allait venir. Quand les jurés sont revenus, nous sommes tous retournés dans la salle. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Les jurés sont-ils parvenus à un verdict? Oui, votre honneur. Concernant l'accusé Régie d'Orléans pour les crimes d'homicide de Gérard d'Orléans et de tentative de meurtre avec préméditation de Mariette d'Orléans, comment les jurés le considèrent-ils? Coupable. Concernant l'accusé Élise d'Orléans pour les mêmes crimes. Coupable. Concernant l'accusé Camille d'Orléans. Coupable. J'ai entendu Élise s'effondrer en sanglots, Régie est restée immobile, Camille a simplement fermé les yeux. Le juge a pris le marteau. Régie d'Orléans, vous êtes condamnée à 25 ans de prison. Élise d'Orléans, 20 ans de prison. Camille d'Orléans, 20 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans accomplis. Il a frappé du marteau, c'était décidé. Je suis sortie du tribunal en titubant. Léo me tenait par le bras. Il y avait des journalistes partout, criant des questions, prenant des photos. Je n'ai rien répondu, je voulais juste partir. Dans la voiture, j'ai finalement craqué. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Léo pleurait aussi. Nous avions gagné en théorie. Ils paieraient pour ce qu'ils avaient fait, mais ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait juste à de la douleur. Ma chère amie qui m'écoute, avez-vous déjà dû faire quelque chose que vous saviez être juste, mais qui faisait mal, comme si vous arrachiez un morceau de vous-même? C'est ce que j'ai ressenti dans ce tribunal. Mais il y avait une chose que je devais encore faire, un adieu, et une façon de faire en sorte que l'amour de mon Gérard continue à vivre, même après tout. 2 mois après le procès, la vente de la maison a été finalisée. La famille qui l'a achetée était adorable. Un jeune couple, 2 petits-enfants, un chien. Ils m'ont invité à les rencontrer avant le déménagement. Madame d'Orléans, nous voulons que vous sachiez que nous allons bien prendre soin de cet endroit, a dit le mari, un homme sympathique appelé Thomas. Nous allons rénover, mais en préservant la structure originale. Votre mari a fait un travail magnifique. Oui, il l'a fait, il a mis de l'amour dans chaque planche. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, a dit l'épouse Marie, en touchant mon bras. Je suis désolée, mais je veux que vous sachiez, nous allons remplir cette maison d'une vie nouvelle, de rires d'enfants, d'amour. Nous allons la transformer à nouveau en foyer heureux. Cela m'a réconfortée, la maison méritait cela. Mais avant de remettre les clés, Léo et moi avions un dernier travail, les armoires de la cuisine. Léo est arrivé avec des outils et une détermination qui me rappelait son grand-père. Il a passé ses mains sur les portes en chêne, sentant la texture du bois poli par le temps. Papy était un artiste, mamie, regarde ces charnières, il les a faites à la main. Et ces gravures ici, tu vois, ce sont des fleurs de lavande, il les a gravées parce que tu aimais la lavande. Je ne l'avais jamais remarqué, en 40 ans, je n'avais jamais remarqué ces petits détails, mais Léo les a vus comme Gérard les aurait vus. Il a travaillé pendant 3 jours, il a démonté chaque armoire avec un soin chirurgical, numérotant chaque pièce, chaque vie, il a tout enveloppé dans des couvertures épaisses, il semblait démonter un trésor archéologique. Il ne manquera aucun morceau, mamie, je le promets. Mon nouvel appartement à Tours était petit, mais confortable, 2e étage, avec un balcon donnant sur une place arborée. Léo avait déjà mesuré la cuisine et garanti que les armoires conviendraient parfaitement. Quand le jour de l'installation est arrivé, il est apparu avec un ami, Pierre, qui connaissait aussi la menuiserie.
Tous les deux ont travaillé toute la journée. Je restais à regarder apportant de l'eau, du café, des biscuits. Voir ces pièces être remontées était comme voir Gérard revenir à la vie. Chaque armoire qui montait sur le mur était un morceau de lui que je récupérais. Voilà mamie, dernière vie. Léo a reculé d'un pas. Les armoires étaient parfaites, comme si elles avaient été faites pour cet espace. Le bois de chêne brillait doucement sous la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. J'ai passé ma main sur les armoires. Elles avaient encore cette odeur caractéristique de bois ancien et de vernis de qualité. J'ai fermé les yeux et j'ai presque pu sentir Gérard là, souriant, satisfait du travail. Le travail de papy te protège encore, a dit Léo, la voix pleine d'émotion. Et maintenant, c'est mon tour de continuer ce qu'il a commencé. Que veux-tu dire ? Il a souri, ce sourire un peu timide. J'ai décidé, je vais étudier la menuiserie, je veux travailler le bois comme lui, je veux faire des meubles qui durent des générations, des meubles qui portent des histoires. J'ai serré mon petit-fils dans mes bras et j'ai pleuré. Mais cette fois, c'était de bonnes larmes, des larmes d'espoir et de continuité. Les semaines suivantes ont été un temps d'adaptation. Tours était très différente de la Sologne, plus animée, plus bruyante, mais aussi plus vivante. J'ai commencé à faire des promenades quotidiennes sur la place. J'y ai rencontré des voisins. Une dame appelée Paulette, elle aussi veuve, est devenue mon amie. J'ai entendu votre histoire, m'a-t-elle dit un jour, pendant que nous prenions le thé dans mon salon. Ça a dû être terrible. Ça l'a été, mais je suis là, j'ai survécu. Et vos enfants ? Je ne leur parle pas. Élise m'a écrit quelques lettres de prison, je ne les ai pas ouvertes, je ne suis pas prête, peut-être que je ne le serai jamais. Vous n'avez pas besoin de lettres, a dit Paulette en me tenant la main. Le pardon n'est pas obligatoire, Mariette, surtout pour quelqu'un qui a essayé de vous tuer. Elle avait raison. Pendant des mois, j'ai senti la pression de certaines personnes, des prêtres qui disaient que je devrais pardonner, des connaissances qui me rappelaient, ce sont quand même vos enfants. Mais je ne leur devais rien. Mon pardon n'était pas quelque chose qu'ils méritaient juste parce qu'ils étaient de mon sang. Léo a officiellement déménagé à Tours, il a loué un petit appartement près du mien et a commencé un cours technique de menuiserie. Tous les week-ends, il venait déjeuner avec moi, nous cuisinions ensemble, nous parlions, nous rions. Tu sais, m'a-t-il dit un jour, pendant que nous épluchions des pommes de terre, quand j'étais petit, papy m'a dit quelque chose. Il a dit, Léo, construire des choses avec ses mains, c'est construire l'avenir. Chaque table, chaque chaise, chaque armoire vivra plus longtemps que nous, c'est notre façon de rester pour toujours. Il a marqué une pause, les yeux embués. Je comprends maintenant ce qu'il voulait dire, il est encore là, mamie, dans ses armoires, dans la façon dont je tiens un marteau, il continue. Oui, mon amour, il continue. Un certain jour, 6 mois après le déménagement, j'ai reçu une visite inattendue, c'était le capitaine Rousseau. Madame d'Orléans, j'espère ne pas vous déranger. Pas du tout, entrez s'il vous plaît. Elle est entrée, regardant autour d'elle, remarquant les armoires, ils sont de votre mari. Oui, mon petit-fils les a démontés et apportés ici. Magnifique travail, elle a passé sa main sur le bois, comme tout le monde le faisait, il y avait quelque chose dans ces armoires qui invitait au toucher. Je suis venue apporter des nouvelles, Régis a présenté un recours, il allègue que la peine était trop sévère. J'ai senti mon estomac se serrer. Mais ne vous inquiétez pas, le recours a été rejeté, la sentence se maintient 25 ans, j'ai respiré de soulagement. Il y a encore une chose, nous avons trouvé d'autres documents dans la maison de Régis, il semble qu'il planifiait de faire la même chose avec la mère de Camille, elle a aussi une propriété de valeur. Mon Dieu! Nous avons déjà alerté la dame, elle est en sécurité maintenant, mais cela montre que, ce n'était pas seulement à propos de vous, c'était un schéma, ils auraient continué. Après le départ de Rousseau, je suis restée assise longtemps, regardant simplement par la fenêtre. Cela aurait pu être pire. Si Léo n'avait rien découvert, je serais morte, et qui sait combien d'autres personnes ils auraient blessées ensuite. La vie a continué, lentement mais elle a continué. J'ai commencé à fréquenter un groupe de broderie à la bibliothèque locale. Rien de très sérieux, juste une rencontre hebdomadaire avec d'autres femmes, on conversait, on riait, on brodait. C'était simple, mais ça me faisait du bien. Une des femmes, Denise, a partagé sa propre histoire de trahison familiale. Son frère avait volé tout son héritage à la mort de leurs parents. Elle ne lui parlait plus depuis 15 ans. Les gens pensent que la famille est sacrée, a-t-elle dit, mais la famille c'est juste des gens, et les gens peuvent être terribles. Toutes dans le groupe étaient d'accord, chacune avait son histoire, sa douleur, son recommencement. Mais nous sommes là, a dit Paulette qui participait aussi,
Nous avons survécu et c'est ce qui compte. Léo a terminé le cours de bas et a obtenu un stage dans une menuiserie traditionnelle de Tours. Le maître menuisier, Monsieur Dubois, était un monsieur de 70 ans qui travaillait le bois depuis l'âge de 12 ans. Votre petit-fils a des mains d'or, Madame d'Orléans, m'a-t-il dit quand je suis venue visiter l'atelier. Rare de voir un jeune avec autant de patience et de respect pour le matériau, il me rappelle quelqu'un. Gérard, mon mari. Ah, le fameux Gérard Orléans, oui, je connais son travail. Il y avait une table à la mairie de Romorantin, vous savez, pièce magnifique. Il était un maître et votre petit-fils a hérité du don. Mon cœur s'est gonflé de fierté. Au premier anniversaire de mon déménagement à Tours, Léo est apparu à ma porte avec un grand paquet. Joyeux anniversaire de recommencement, mamie. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. J'ai déchiré le papier avec soin. À l'intérieur, il y avait une boîte en bois magnifiquement travaillée, avec de délicates gravures de lavande sur les côtés. Léo, c'est toi qui as fait ça? Oui, avec le bois qui restait des armoires de papy, j'ai gardé quelques morceaux. J'ai pensé que tu aimerais avoir quelque chose de nouveau fait de l'ancien. J'ai ouvert la boîte, à l'intérieur, il y avait une enveloppe, je l'ai ouverte les mains tremblantes. C'était une lettre de Gérard. Chère Mariette, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. J'espère que non. J'espère être vieux à tes côtés quand tu trouveras cette lettre que j'ai cachée au fond de la boîte à outils. Mais si je ne suis pas là, je veux que tu saches certaines choses. Premièrement, tu as été et seras toujours l'amour de ma vie. Chaque jour avec toi a été un cadeau. Chaque rire, chaque regard, chaque moment. J'ai construit notre maison en pensant à toi. Chaque pierre a été faite pour te rendre heureuse, pour te rendre en sécurité. Deuxièmement, je me méfie de. J'ai pleuré tellement que je ne pouvais plus respirer. Léo m'a serré dans ses bras et a pleuré avec moi. Je l'ai trouvé au milieu des outils quand je démontais l'établi de la cave. Il savait, mamie, d'une certaine façon, il savait. Gérard a toujours su lire les gens, a toujours su voir au-delà des apparences, et il avait raison sur tout, sur Régis, sur Léo, sur le fait de recommencer. Cette lettre est devenue mon trésor le plus précieux. Je l'ai gardée dans la boîte que Léo a faite. Chaque fois que je sentais la tristesse ou la colère vouloir me consumer, je la lisais, et les mots de Gérard me ramenaient. Les années ont passé. 3 ans après le procès, Élise m'a écrit à nouveau. Cette fois, j'ai ouvert la lettre. Bon, je n'espère pas que tu lises ceci, je n'espère pas que tu répondes, mais je dois écrire. Tous les jours, je me réveille en me détestant pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai presque fait, pour la personne que je suis devenue. La thérapie ici en prison m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la cupidité, sur la faiblesse, sur comment il est facile de descendre. Descendre jusqu'à ne plus reconnaître qui tu es. Je ne demande pas pardon, je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je sais ce que j'ai fait, et que je... J'ai plié la lettre d'Élie, et je l'ai rangée. Je n'ai pas répondu, mais quelque chose en moi a bougé. Ce n'était pas du pardon, pas encore, mais c'était peut-être le début de lâcher prise sur la colère qui me consumait. Régis ne m'a jamais écrit, et j'étais en paix avec ça. Camille a essayé de me poursuivre en justice, alléguant qu'elle avait droit à une partie de l'héritage en tant que belle-fille. Le procès a été rejeté en première instance. Elle purge sa peine, et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Léo a terminé sa formation complète en menuiserie. Il a ouvert son propre petit atelier à Tours. Il l'a appelé « Atelier Gérard Orléans, menuiserie de tradition ». Sur la porte, il a mis une plaque avec la photo de son grand-père. Il mérite cette reconnaissance, mamie. Chaque meuble que je ferai portera son nom. J'ai pleuré d'émotion le jour de l'inauguration, j'étais si fière. La première commande de Léo a été spéciale. Une cliente avait demandé une armoire de chambre. Quand elle est venue la chercher, elle était émerveillée. C'est parfait, exactement comme celle que ma grand-mère avait. Comment as-tu réussi? J'ai appris avec mon grand-père, a répondu Léo en souriant. Il m'a appris que les meubles ne sont pas seulement du bois et des clous, ce sont des histoires, ce sont des souvenirs, c'est de l'amour transformé en quelque chose qui dure. La femme a payé et est partie heureuse. Quand elle est sortie, Léo m'a serré dans ses bras. Tu vois, mamie, le travail de papy continue à travers moi. 5 ans après le procès, j'ai été invitée à donner une conférence dans un groupe de soutien pour victimes de violences domestiques et familiales. Au début, j'ai refusé. Je ne me voyais pas comme quelqu'un qui avait quelque chose d'inspirant à dire, mais Paulette m'a convaincue. Mariette, ton histoire peut aider d'autres personnes. Elle peut montrer qu'il est possible de survivre, qu'il est possible de recommencer. J'ai accepté. La salle était pleine, au moins 50 femmes, la plupart de mon âge ou plus âgées, toutes avec des histoires de douleur, toutes cherchant la force de continuer. J'ai raconté mon histoire depuis le début, la découverte, le procès, le recommencement. Quand j'ai terminé, le silence était absolu,
puis une femme au premier rang a levé la main. Madame, comment avez-vous réussi à aller de l'avant? Vous n'avez pas eu peur de la colère. J'en ai eu, ai-je répondu, et j'en ai encore parfois, mais j'ai appris que la colère ne nous détruit que si nous la laissons faire. Alors j'ai choisi de vivre, j'ai choisi de reconstruire, et c'était la meilleure décision que j'ai prise. Une autre femme a demandé, avez-vous pardonné à vos enfants? Non, et peut-être que je ne pardonnerai jamais complètement, mais j'ai appris à lâcher prise, à ne pas les laisser occuper mes pensées tous les jours, ils m'ont déjà pris tellement, je ne vais pas leur donner mon présent aussi. J'ai reçu des câlins, des remerciements, des larmes, beaucoup de femmes ont dit que mon histoire leur avait donné de l'espoir. Quand je suis sortie de cette salle, j'ai senti quelque chose de différent, j'ai senti que ma douleur avait un but, que ma survie pouvait inspirer d'autres personnes. Aujourd'hui, 7 ans après cet après-midi terrible où Léo m'a fait quitter la maison, je suis vivante, j'ai 75 ans, les cheveux complètement blancs, des rides profondes, mais je suis vivante. Je vis dans mon appartement à Tours, entourée des armoires que Gérard a faites. Tous les matins, je prends mon café en regardant ce bois de chêne et je remercie d'avoir survécu, d'avoir un petit-fils courageux, d'avoir de vrais amis. Léo s'est marié l'année dernière avec une fille douce appelée Sophie, qui aime aussi la menuiserie. Ils attendent un bébé, un garçon. On va l'appeler Gérard pour que le nom continue mamie, pour qu'il sache l'histoire de son arrière-grand-père. La vie m'a donné une deuxième chance, je ne vais pas la gaspiller. Parfois, j'ai encore des cauchemars, je me réveille en sueur, sentant l'odeur de gaz, entendant des pas dans la cave. Mais alors, je me lève, je vais jusqu'à la cuisine, je mets ma main sur les armoires et je me souviens, j'ai survécu, j'ai gagné. Régie est toujours en prison, Élise aussi. Camille a été transférée dans une autre prison, je ne connais plus les détails, je ne cherche pas à savoir, ils font partie de mon passé, pas de mon présent. Mon présent, c'est Léo construisant des berceaux pour son fils, c'est Paulette et moi riant en brodant, c'est Denise m'invitant à jouer au bridge, c'est Sophie me demandant mes recettes, mon présent, c'est me réveiller tous les jours et choisir de vivre. La semaine dernière, je suis retournée en Sologne pour la première fois depuis que je suis partie, je voulais voir la maison, de loin, je me suis garée sur la route et j'ai regardé. La famille qui l'a acheté a transformé l'endroit, il y avait une nouvelle balançoire dans le jardin, des fleurs colorées partout, des rires d'enfants résonnaient, un chien courait sur l'herbe, c'était exactement ce que Gérard aurait voulu, de la vie, de la joie, de l'amour. Je suis restée juste quelques minutes, je n'avais pas besoin de plus, cette maison n'était plus la mienne, et j'étais en paix avec ça. Pendant que je conduisais de retour vers Tours, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à comment la vie peut changer en un instant, à comment les personnes que nous aimons peuvent nous blesser des façons les plus profondes, mais aussi à comment nous pouvons nous relever, à comment nous pouvons reconstruire. Gérard avait raison dans sa lettre, vivre est la meilleure vengeance. Et je vis pleinement, complètement. Je suis arrivée à la maison quand le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. J'ai monté les escaliers lentement, j'ai ouvert la porte de l'appartement et je suis allée directement dans la cuisine, j'ai mis la bouilloire sur le feu pour faire du thé. Pendant que j'attendais que l'eau bouille, j'ai passé ma main sur les armoires en chêne, sur le bois lisse, poli par le temps et par l'amour. Merci Gérard, ai-je murmuré, pour tout, pour m'avoir protégé même après être parti, pour avoir créé Léo pour être l'homme qu'il est, pour avoir laissé ces morceaux de toi ici avec moi. La bouilloire a sifflé, j'ai préparé mon thé. Je me suis assise à la table de la cuisine, face à la fenêtre qui donnait sur la place et j'ai souri. Parce qu'après toute la trahison, la peur, la douleur, le procès, j'étais là, vivante, entière, renaissante. Les armoires de Gérard m'entouraient, témoins silencieux de mon voyage. Et d'une certaine façon, je sentais qu'il était là aussi, dans les gravures de lavande, dans le bois parfaitement ajusté, dans l'amour qui protégeait encore, même après la mort. Mon histoire n'a pas une fin heureuse traditionnelle, il n'y a pas de réconciliation familiale, il n'y a pas de pardon complet, il n'y a pas de conclusion parfaite. Mais il y a un recommencement, il y a la survie, il y a le choix quotidien de ne pas laisser l'obscurité gagner. Et peut-être que c'est plus important que n'importe quelle fin heureuse parce que la vie réelle n'est pas un conte de fées, c'est une lutte, c'est de la douleur, c'est nous relever quand nous tombons, c'est choisir la lumière même quand l'obscurité semble plus facile. J'ai terminé mon thé, la nuit était complètement tombée, à travers la fenêtre je voyais les lumières de la place s'allumer, les gens rentrant chez eux, la vie qui continuait. Je me suis levée, j'ai lavé la tasse et je l'ai remise dans l'armoire.
l'armoire que Gérard a faite, l'armoire que Léo a sauvée, l'armoire qui était maintenant dans ma nouvelle vie. Avant d'aller dans la chambre, je me suis arrêtée encore une fois devant elle. J'ai fermé les yeux et j'ai senti la texture du bois sous mes doigts. Et puis, d'une voix ferme, j'ai dit à voix haute, « Ton travail me protège encore, Gérard, et maintenant, c'est ton petit-fils qui continue ce que tu as commencé. Notre histoire n'est pas finie, elle a juste changé et je suis bien avec ça. » J'ai éteint les lumières et je suis allée me coucher. Dehors, la ville de Tours continuait vivante en moi, la force pour continuer aussi, parce que j'ai survécu et je vais continuer à survivre. Jour après jour, avec les armoires de Gérard m'entourant, avec le courage de Léo m'inspirant, et avec la certitude que, peu importe ce qui arrive, je sais recommencer. Après tout, les recommencements sont faits de fragments de ce que nous étions. Et mes fragments, les bons souvenirs, l'amour de Gérard, le courage de Léo, la force que j'ai découverte en moi sont suffisants pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose à moi, quelque chose que personne, plus jamais, ne pourra me prendre.